Babylone s'est éteinte il y a 5000 ans. Dans les pages de l'histoire, il n'y a pas eu de ville plus attrayante que Babylone. Son nom même évoque des visions de richesse et de splendeur. Ses trésors d'or et de bijoux étaient fabuleux. À son époque, c'était une ville des plus attrayantes, un peu comme Rome à une autre époque, ou Dubaï aujourd'hui. On pourrait croire qu'une telle ville était située dans un site merveilleux, dans un climat tropical luxuriant, entouré de riches ressources naturelles, de forêts et de mines. Tel n'était pas le cas. Elle s'étendait dans une vallée pleine et aride. Il n'y avait pas de mines, pas de forêt, pas même de pierres de construction. Elle n'était même pas située sur une voie naturelle de commerce et la pluie était insuffisante pour les cultures. Et pourtant, on y rencontrait de nombreux hommes riches et puissants, des commerces très florissants, d'immenses jardins hors sol, des troupes parcourant la ville et des systèmes d'irrigation sophistiqués. Des marchands de tous les coins du monde s'y rendaient pour y vendre ou acheter et des ouvriers pour y trouver du travail. Babylone est un exemple extraordinaire de la capacité de l'homme à atteindre les grands objectifs en se servant de moyens mis à sa disposition par la nature, si minimes soient-ils. Toutes ces ressources et richesses étaient le résultat du seul travail de l'homme. Les Babyloniens étaient des financiers de la toute première heure et des commerçants intelligents. Pour autant qu'on le sache, ils sont les inventeurs de l'argent en tant que moyen d'échange, de billets et de titres de propriété écrits. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais résumer chacune des 9 leçons du livre L'homme le plus riche de Babylone de George Samuel Clayson. Un livre inspiré de l'histoire d'une Babylone vieille de plus de 5000 ans. Leçon numéro 1. Demander conseil vaut mieux que demander des richesses. Le livre illustre cette leçon par l'histoire d'un dénommé Bansir, fabricant de chars, complètement démuni et découragé de toujours travailler dur avec un maigre salaire, pendant que son ancien camarade de classe et ami Arcade est devenu l'homme le plus riche de toute la cité de Babylone. La plupart parmi nous seraient tentés d'aller voir dans ce cas notre ami et demander une aide financière pour régler nos problèmes ou financer nos projets. On trouverait que notre ami qui a réussi aurait une sorte d'obligation morale de nous supporter ou nous aider. J'ai lu l'histoire d'un employé de banque qui est allé voir un de ses amis devenu millionnaire pour qu'il l'aide à rembourser une dette qu'il avait contractée en piquant dans la caisse de la banque à l'insu de cette dernière. Lorsque l'ami a préféré lui donner des conseils plutôt que de payer pour sa bêtise, il a fait courir le bruit que son ami était devenu riche parce qu'il trempait dans des affaires louches. À mon avis, c'est de la mauvaise foi. Celui qui ne peut pas être conseillé ne doit pas non plus être aidé. Bansir est allé demander à son ami, l'homme le plus riche de son époque, des conseils sur sa manière de gérer l'argent, plutôt que de lui présenter ses problèmes à résoudre. Conseil qui lui a servi durant tout le reste de sa vie. L'adage ne dit-il pas « Il vaut mieux apprendre à quelqu'un comment pêcher du poisson, plutôt que de lui en donner chaque temps ». Leçon numéro 2. Le destin d'une personne peut basculer avec une rencontre. Le titre même du livre est L'homme le plus riche de Babylone, en référence au dénommé Arcade, véritable manière des affaires de la vieille grande Babylone. Cependant, ce dernier n'était pas issu d'une famille aisée. Au contraire, il occupait un petit emploi dans une imprimerie avec un maigre salaire. Le début de sa fortune avait commencé lorsqu'il avait fait la rencontre d'un riche marchand de chameaux nommé Algamish. Algamish était venu commander les tablettes d'argile contenant la nouvelle loi constitutionnelle de Babylone et il les voulait vite, même s'il devait payer plus cher. Au lieu d'exiger plus d'argent, le jeune Arcade avait plutôt demandé en contrepartie que le vieux Algamish lui enseignât le secret de la richesse. Le deal conclu, il travailla toute la nuit pour que les tablettes soient prêtes au soleil levant. Algamish lui enseigna la voie du succès en une seule phrase. J'ai trouvé la voie du succès lorsque j'ai décidé qu'une partie de ce que je gagnais devait m'appartenir. Il en sera de même pour toi, mon garçon. Le jeune Arcade était devenu l'homme le plus riche de Babylone quelques années plus tard avec ce conseil. Leçon numéro 3. Une bourse vide aujourd'hui peut être remplie demain par l'application des lois du succès. La prospérité tout comme le succès sont la conséquence logique d'une application constante des principes du succès, disait Raoul Wafo. Il n'y a pas de réussite au hasard. C'est peut-être la raison pour laquelle un homme sage a dit « Si vous héritez miraculeusement de millions, vous feriez mieux de vite devenir millionnaire. » Arcade a enseigné 7 moyens qui constituent les 7 marches d'escalier vers le succès.
Vous commencez à épargner en contrôlant vos dépenses, puis vous investissez intelligemment en faisant attention aux escrocs et aux experts qui vous proposent des plans d'investissement dont ils ne suivent pas eux-mêmes. Ensuite, lorsque vous rentabilisez, vous vous construisez une maison décente pour vous et votre famille et vous sécurisez vos vieux jours par des investissements sécures et long terme. Une fois ceci accompli, vous pouvez chercher le moyen de gagner plus d'argent en développant votre habilité à acquérir des biens. C'est un plan qui peut être suivi par n'importe qui pour réaliser le succès. En tout cas, de nombreux modèles de succès dans le monde des affaires proposent des plans similaires. Leçon numéro 4. Si la chance existe, il faut la provoquer. Comment pouvons-nous définir la chance? Est-ce une occasion, un contexte heureux, favorable ou opportun, ou un concours de circonstances pouvant influer sur le succès, ou plutôt une probabilité chiffrée d'occurrence d'un événement? Le débat sur l'existence ou non de la chance ne date pas d'hier et n'est pas près de s'arrêter. D'aucuns pensent que ceux qui réussissent sont tout simplement plus chanceux que d'autres qui échouent, tandis que d'autres ne voient l'existence de celle-ci que dans le travail et la saisie des opportunités. La plupart du temps, lorsqu'on entend le mot chance, cela nous évoque souvent les tables de jeu, la loterie ou encore les paris sportifs qui semblent des gains faciles. La vérité est que même à ces endroits, il faut un peu d'effort. Je veux dire que pour gagner au loto, il faut au moins acheter un billet de loterie et accepter une possibilité de perte. Les Babyloniens étaient de grands travailleurs et d'habiles marchands. Pour eux, les hommes d'action, ceux qui saisissent promptement les occasions qui se présentent à eux, sont ceux qui sont favorisés par la déesse chance. Ils pensaient que la chance était une déesse d'amour et de dignité qui se plaisait à aider les gens dans le besoin et à récompenser ceux qui le méritaient. Ils pensaient qu'il fallait la chercher non pas aux tables de jeu, ni aux courses de chevaux, où les hommes perdent plus d'argent qu'ils n'en gagnent, mais à d'autres endroits où des actions plus valeureuses méritent une bien meilleure récompense. Donc, vous devez créer votre propre chance en passant à l'action. N'espérez pas que votre vie changera parce qu'un autre aura pris des décisions à votre place ou que vous hériterez miraculeusement de millions. Ça n'existe pas. Leçon numéro 5. Les 5 lois de l'or. Jack Ma, le fondateur d'Alibaba et homme chinois le plus riche, a déclaré que, de même que lorsque vous déposez de l'argent et des bananes à des babouins, ceux-ci choisissent toujours des bananes parce qu'ils ne savent pas que l'argent peut acheter beaucoup de bananes. Les hommes choisissent toujours de l'argent ou la satisfaction immédiate plutôt que l'intelligence financière qui peut générer des fortunes. En vrai, Kalabab, un homme d'affaires à succès de l'ancienne Babylone, l'avait déjà déclaré il y a plus de 5000 ans. Il était tellement convaincu de l'efficacité de l'intelligence financière qu'il n'a pas hésité à envoyer son propre fils dans un autre pays très lointain pendant plus de 10 ans pour que ce dernier démontre sa capacité à manier l'argent avant de devenir l'héritier de ses prospères affaires. Le jeune Nomasir a reçu le test après avoir perdu tout son argent initial, grâce à une tablette contenant les 5 lois de l'or que lui avait remis son père. Voici donc les 5 lois de l'or. Loi numéro 1. L'or vient volontiers en quantité toujours plus importante à l'homme qui met de côté non moins du 10e de ses gains pour créer un bien en prévision de son avenir et celui de sa famille. Loi numéro 2. L'or travaille avec diligence et rentabilité pour le sage possesseur qui lui trouve une utilisation profitable, se multipliant même comme les troupeaux dans les champs. Loi numéro 3. L'or demeure sous la protection de son possesseur prudent qui l'investit selon les conseils des hommes sages. Loi numéro 4. L'or échappe à l'homme qui investit sans but dans des entreprises avec lesquelles il n'est pas familiarisé ou qui ne sont pas approuvées par ceux qui s'y connaissent dans la façon de l'utiliser. Loi numéro 5. L'or fuit l'homme qui le forcerait à rapporter d'impossibles gains, qui suivrait le conseil se disant des fraudeurs et des trompeurs ou qui se fierait à sa propre inexpérience et à des désirs romantiques d'investissement. C'était les 5 lois de l'or. Leçon numéro 6. Le prêt et l'emprunt. Si vous cherchez le meilleur moyen de perdre vos amis, alors prêtez de l'argent à des gens qui ne savent pas l'utiliser sagement. Ils ne vous rembourseront pas et s'éloigneront de vous. Et vous risquez de faire de leurs problèmes les vôtres. Il existe une fable qui illustre parfaitement cette vérité. Un fermier de Ninive qui pouvait comprendre le langage des animaux s'attardait dans la cour de sa ferme chaque soir seulement pour les écouter. Un soir, il entendit le bœuf se plaindre à l'âne de la dureté de son sort. « Je tire la charrue du matin au soir. Peu importe la chaleur, la fatigue de mes sabots ou l'irritation de mon cou causée par mon attelage, je suis toujours contraint de travailler.
Mais toi, tu es une créature de loisir, décorée d'une couverture colorée. Tu te contentes de mener notre maître là où il désire d'aller. Quand il ne va nulle part, tu te reposes et tu broutes l'herbe toute la journée. L'âne, en dépit de ses sabots agressifs, était d'un bon naturel qui voulut sympathiser avec son ami le bœuf. Mon ami, je vais t'aider. Je vais te raconter comment tu peux t'octroyer une journée de repos. Le matin, quand l'esclave vient te chercher, couche-toi pour qu'il puisse aller dire que tu ne peux pas travailler. Le bœuf suivit le conseil de l'âne et le matin suivant, il fit exactement comme l'âne avait dit. L'esclave alla informer au maître que le bœuf ne pouvait pas travailler. Dans ce cas, attelle l'âne, parce que le labourage doit être fait aujourd'hui, répondit le maître. L'âne qui voulait seulement aider son ami se vit forcé de faire son travail. Quand le soir fut venu, il était complètement fatigué. Lorsque le bœuf voulut le remercier de son bon conseil, il retorqua. Je suis comme plusieurs autres cœurs tendres qui commencent par aider un ami et finissent par accomplir sa tâche. Dorénavant, tu tireras ta charrue seul, car j'ai entendu le maître dire que si demain tu étais toujours malade, il appellerait le boucher pour toi. J'espère qu'il le fera car tu es un compagnon paresseux. Ils ne se parlèrent plus jamais. Leur amitié était terminée de la sorte. Et vous, si vous décidez de prêter de l'argent à quelqu'un, faites-le de sorte que ces problèmes ne retombent pas sur vous. C'était la leçon numéro 6. Septième leçon. Ne vivez pas sans être protégé de manière appropriée. Babylone était protégée par une grande clôture de plusieurs dizaines de mètres de haut et suffisamment résistant pour protéger ses citoyens contre tout envahisseur. La ville était demeurée en sécurité pendant des siècles grâce à ses murs. Aujourd'hui, retranchés derrière les murs invisibles et invincibles des assurances, des comptes épargne et des investissements immobiliers fiables, l'on peut se prémunir contre les tragédies inattendues susceptibles de surgir à tout moment. Leçon numéro 8, les tablettes d'argile. Lors de l'expédition scientifique britannique de l'équipe du professeur Franklin Caldwell dans les années 1900, 5 tablettes ont été déterrées des ruines de Babylone. Après déchiffrage de leur contenu, l'équipe s'est rapidement rendue compte que les conditions du monde ancien n'ont pas tellement changé en 5000 ans, puisque ces textes divulguent les difficultés d'un personnage nommé Dabashir à rembourser ses dettes. Le professeur qui a déchiffré les tablettes a décidé d'expérimenter le plan contenu dans ces textes pour rembourser ses dettes à lui. Il a été fort médusé de leur efficacité. En gros, un homme accablé par ses créanciers fuit son propre pays pour une issue favorable et va devenir esclave en Syrie pendant de nombreuses années. Pendant sa mésaventure, il fera la rencontre d'un homme sage qui va lui conseiller de retourner chez lui pour affronter ses difficultés et les gagner. Sur le conseil de Maton, son ami, il va revenir à Babylone et déterminer un plan qui lui permettrait de se libérer de ses dettes et de vivre dans la richesse et le respect. Ce plan inclut 3 buts répartis sur les 5 tablettes d'argile. Tablette numéro 1, 2, 3 et 4 qui contient les 3 buts. But numéro 1. Premièrement, le plan prévoit que le dixième de tout ce que je gagne sera mis de côté et constituera un bien que je garderai. Car l'homme qui désire réussir doit avoir de la monnaie qu'il peut mettre de côté. But numéro 2. Deuxièmement, le plan prévoit que les 7 dixièmes de tout ce que je gagne devront servir à fournir une maison, des habits à porter et de la nourriture à consommer, avec un peu à dépenser afin que nos vies ne soient pas dépourvues ni de plaisir ni de satisfaction. Mais Maton me recommande de bien m'assurer que nous ne dépensions pas plus des 7 dixièmes de ce que je gagne à ces fins louables. Dans cette recommandation repose le succès du plan. Je dois vivre avec cette portion et ne jamais prendre plus ou acheter ce que je ne peux pas payer à même cette portion. But numéro 3. Troisièmement, le plan prévoit que mes dettes soient réglées à même ses gains. Donc, les 2 dixièmes de tout ce que je gagne seront divisés honorablement et avec justice entre ceux qui m'ont fait confiance et avec qui je me suis endetté. Ainsi, en temps et lieu, toutes mes dettes seront complètement payées. Tablette numéro 5. Le plan a fait mon succès. Il m'a rendu capable de payer toutes mes dettes et fait maintenant sonner l'or et l'argent dans mon sac. Je le recommande à ceux qui veulent aller de l'avant. Car s'il a rendu un esclave apte à rembourser ses dettes, n'aidera-t-il pas un homme à obtenir l'indépendance? Moi-même, je n'en ai pas encore fini de ce plan, car je suis convaincu que si je continue à le suivre, il me rendra riche parmi les hommes. Leçon numéro 9. Ne sous-estimez pas la valeur du travail.
Le travail éloigne de nous 3 grands mots: le vice, l'ennui et le besoin, disait Voltaire. L'auteur illustre la valeur du travail dans son dernier chapitre par l'histoire d'un certain Charunada, esclave auparavant, qui s'affranchit de ses chaînes de servitude grâce à son sens de travail bien fait et au dur labeur. Il revint chez lui avec honneur et immensement riche. Alors, peu importe ce que vous faites ou pour qui vous travaillez, valorisez votre travail et faites-le bien. Et finira par vous rendre libre et prospère. Ainsi prend fin les 9 leçons véhiculées par l'homme le plus riche de Babylone. George Samuel Clayson a écrit le livre en 1926, inspiré de l'histoire de Babylone d'il y a plus de 5000 ans. C'est pourquoi, lorsque vous lisez le livre, il peut vous sembler très historique et très vieux. Néanmoins, de nombreux lecteurs ont confirmé l'efficacité de ces leçons. C'est l'un des livres financiers les plus prospères qui ont transcendé plusieurs générations. Je vous recommande fortement de le lire. Nous voici donc à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous en prie, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer mes prochaines publications. Que Dieu vous garde. Merci et à bientôt.